Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette ISFAR, une session spéciale d'ALR. On va parler d'anesthésie et d'analgésie du genou, de chirurgie du genou. Et j'ai le plaisir d'avoir deux experts dans la matière, donc le professeur Eric Noll de Strasbourg et le docteur Vincent Attard de Toulouse. Et on va commencer d'abord par toi, Eric. Bon, désolé déjà pour la parité, on n'est pas complètement respecté. Donc, Eric, tu vas nous parler de l'analgésie, mais la prise en charge distale, c'est ça? Donc, on va comprendre ce que ça veut dire. Très bien. Bonjour à tous. Effectivement, je suis Eric Noll du CHU de Strasbourg. Et j'ai le plaisir de participer à cette session live démo sur la chirurgie du genou en abordant les aspects de l'approche distale pour l'ALR de la chirurgie du genou. Voici pour mes conflits d'intérêts. Alors, quelques notions d'épidémiologie. Il y a un enjeu majeur sur les progrès qu'on peut faire et l'optimisation de la médecine préopératoire du fait de l'importance des conséquences et du volume de patients qui sont opérés chaque année. Et on connaît les difficultés actuelles pour optimiser notamment la prise en charge de la douleur post-opératoire et de l'impact que ça a en termes, par exemple, de mésusage des opioïdes. Et l'ALR, dans ce cadre-là, est un élément extrêmement important pour diminuer le recours aux opioïdes et améliorer la façon dont on soigne les patients opérés. Et la chirurgie du genou en particulier est au premier plan de la survenue de ces douleurs post-opératoires et de la potentialisation de prise d'opioïdes. Ici, c'est une étude nord-américaine, juste pour illustrer la problématique. 8000 patients opérés pour 25 types d'interventions différents. Et les auteurs ont regardé pendant les premières semaines post-opératoires jusqu'à J30 la quantité totale d'opioïdes délivrés en fonction des différents types de chirurgie. Et dans le top 10 de ces chirurgies, on retrouve la chirurgie du genou très fréquemment en première position pour la prothèse de genou et en 10e position pour l'arthroscopie, ménisectomie des genoux. Donc vraiment, il y a un vrai enjeu sur la chirurgie orthopédique du genou, de rationaliser l'analgésie post-opératoire et notamment, bien sûr, via l'ALR qui ne pose pas de débat. L'ALR est un élément extrêmement important pour diminuer le recours aux opioïdes et surtout baisser les effets indésirables des opioïdes. Ici, c'est encore une étude de base de données nord-américaine, plus de 2 millions de patients opérés pour PTH, PTG, et il y a une classification en fonction du nombre d'analgésies non opioïdes utilisées, et au premier plan desquelles l'ALR est en lien avec la survenue d'effets indésirables liés aux opioïdes. Et sans surprise, plus on applique de modalités d'analgésie non opioïdes, et bien sûr au premier rang duquel l'ALR, moins on a d'effets indésirables liés aux opioïdes. Alors pour la chirurgie du genou, la particularité, c'est que l'innervation du genou, elle est extrêmement protéiforme en termes d'origine. Ici, c'est une étude de dissection cadavérique où les auteurs ont regardé les terminaisons nerveuses à destination de la capsule articulaire et ils ont apposé sur des calques superposés les différentes afférences qu'ils ont retrouvées en disséquant. Et bien sûr, on avait au niveau de la partie antérieure du genou des afférences qui étaient issues directement du nerf fémoral, des afférences directement du nerf sciatique et également de ses branches, le fibulaire commun et le nerf tibial. On a la même hétérogénéité pour l'innervation pour la partie postérieure du genou, avec des afférences qui venaient de l'obturateur, directement du sciatique, du fibulaire commun et systématiquement du tibial. À noter que pour la partie postérieure du genou, on avait un aspect d'enchevêtrement assez dense, vraiment dans la partie postérieure du genou, que les auteurs ont appelé un plexus poplité. Alors, ce n'est pas à proprement parler un plexus, il n'y a pas d'interconnexion, mais on a une densité très élevée de terminaisons nerveuses en regard de la partie postérieure du genou au niveau de la capsule, et c'est justement ce qui nous intéressera quand on parlera tout à l'heure de l'IPAC. Alors, si je résume un peu de manière très très synthétique, uniquement pour la neuroanatomie articulaire, on a différents possibilités d'action pour faire de l'anesthésie locorégionale tronculaire. On pourrait élargir encore plus ce diagramme si on incluait les parties molles, avec notamment le cutané latéral du cuisse. Mais on a déjà, rien qu'en se focalisant sur la partie articulaire, de nombreuses approches qui sont possibles pour faire de l'ALR. On peut avoir de l'ALR proximale en bloquant des troncs nerveux proximales, et Vincent en parlera tout à l'heure. Et moi, je vais vous parler principalement des ALR distales, donc en essayant de bloquer les terminaisons
de ces différents troncs. Alors, à l'extrême de tout ça, et je n'en parlerai pas plus que cette diapo, il y a l'infiltration faite par les chirurgiens qui a beaucoup posé le débat pendant la dernière décennie. Alors, ça consiste en fait à infiltrer l'extrémité de toutes ces terminaisons nerveuses qu'on a vues précédemment en injectant à haut volume et faible concentration des anesthésiques locaux au niveau de la partie postérieure de la capsule, sur les berges cicatricielles et recessus suprapatellaires via une infiltration que fait le chirurgien sous contrôle direct. Il y avait un rationnel derrière qui était plutôt de préserver la fonction motrice. C'est quelque chose qui est assez techniquement facile à faire, mais qui a bien sûr des détracteurs et qui a des limites, hein, et notamment le fait que pour l'infiltration de la partie postérieure de la capsule, au travers de la capsule articulaire qui se fait en aveugle, on peut injecter directement dans le nerf tibial ou fibulaire commun. C'est très opérateur dépendant et je pense qu'on a tous pu constater au bloc qu'il y a une très grande hétérogénéité dans la façon dont c'est réalisé dans la vraie vie. Et ça implique le problème du partage des tâches, où il y a plusieurs professionnels de santé qui manipulent les anesthésiques locaux au bloc. Ce n'est pas toujours extrêmement simple à dérouler. Alors, je ne vais pas vous dire quelle est la meilleure méthode, la meilleure ALR à faire pour la prothèse totale du genou, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est arrêté, c'est quelque chose qui est évolutif. En tout cas, il y a des choses qui sont relativement claires. C'est qu'en termes de puissance d'analgésie, plus on a une approche proximale et combinée, plus en fait on a une puissance analgésique. Là, on a des études ici, c'est une méta-analyse en réseau. Et ce qui a le plus grand effet en termes d'épargne morphinique, c'est le fait de faire des blocs tronculaires proximaux par rapport aux approches plus distales que je vais faire moi. Simplement, dans la balance, il n'y a pas que la puissance analgésique qui nous fait choisir un protocole d'ALR pour la chirurgie du genou. Idéalement, on aimerait avoir un bloc qui ait une très forte efficacité antalgique et qui n'ait pas d'impact sur la déambulation. Mais on sait que pour l'instant, ce bloc-là, on ne le connaît pas bien et qu'on est toujours obligé de se faire un compromis entre la puissance antalgique et le niveau de déambulation et la précocité de la déambulation que le parcours prévoit pour nos patients dans notre structure. Tant et si bien que la RFE de l'ASFAR sur la réhabilitation améliorée après arthroplastie pour membres inférieurs, pour la partie ALR douleur, en fait, elle laisse un peu la porte ouverte au choix de la technique. L'ALR est bien sûr recommandée pour la chirurgie prothétique de genou, mais finalement, il y a de la place pour l'adaptation locale et c'est la balance efficacité antalgique déambulation qui doit orienter le choix. Alors maintenant, je vais passer un petit peu au bloc que moi j'ai prévu d'aborder. Il y en a deux, hein, dans le cadre de l'approche distale. Ça va être le bloc au canal des adducteurs pour arriver à bloquer notamment le contingent du fémoral, hein, la branche saphène notamment. On sait que le nerf saphène, il va se prolonger après la sortie du sommet du triangle fémoral dans un espace sous le sartorius qu'on peut dénommer le canal des adducteurs, où il va côtoyer la branche postérieure du nerf obturateur, le nerf fémoro-cutané médial et le nerf rétinaculaire médial. Et on a ici un espace qui est relativement virtuel, mais qu'on peut bien identifier à l'échographie, où on peut injecter de l'anesthésique locale et bloquer ces différentes branches terminales. Alors à l'écho, on le verra tout à l'heure pendant la live démo, il y a des repères qu'il faut savoir identifier. On est globalement sous le sartorius, entre le vas médial et le long adducteur et le grand adducteur. On repère l'artère fémorale superficielle et on va pouvoir, à partir de cette base-là, par triangulation, repérer cet espace du canal des adducteurs que généralement on repère à mi-cuisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme data derrière, hein? Ce n'est pas juste des descriptions de blocs. Ces blocs-là, ils ont déjà été étudiés. Ici, on a un essai randomisé contrôlé pour de la PTG, où, en termes d'ALR, les gens étaient randomisés entre canal des adducteurs et bloc fémoral. Ils ont regardé en critère de jugement principal la puissance de contraction quadricipitale sur un dynamomètre, avec une supériorité pour le canal des adducteurs et une non-infériorité qui est confirmée, mais avec des faibles effectifs, hein, donc, entre les deux techniques d'ALR. Il y a des méta-analyses sur ce bloc-là qui ne montrent pas de grandes différences en termes de score de douleur. Pour la partie postérieure de l'articulation du genou, ce qu'on verra ensemble pendant la live démo, c'est l'IPAC. C'est un bloc qui est un peu plus récent, qui en fait, on pourrait le décrire comme une infiltration éco-guidée qu'on peut faire. Donc c'est l'acronyme anglais de l'infiltration entre la capsule postérieure du genou et l'artère poplitée. Le but, la cible, c'est l'enchevêtrement, les terminaisons nerveuses qu'on a vues précédemment qui sont présentes dans la partie postérieure du genou et qui sont accessibles à une infiltration. Comment est-ce que ça se passe en pratique? Quelle est la cible qu'on cherche? Donc on cherche à atteindre l'espace entre les vaisseaux poplités et la capsule articulaire, la partie postérieure. L'idée,
et d'infiltrer voilà, avec un volume significatif cette zone-là pour bloquer ces terminaisons nerveuses, si possible en évitant de bloquer les branches terminales du sciatique, et notamment le fibulaire commun, pour ne pas avoir de steppage. Alors, il y a différentes modalités techniques qui ont été décrites. Moi, je vous présenterai lors de la live démo celle que je fais moi en pratique au bloc opératoire. Moi, je fais pas celle-ci qui est en antéro-postérieur, alors qui est intéressante parce qu'elle ressemble un petit peu en termes de position de sonde à ce qu'on peut faire pour un bloc sciatique poplité, mais je trouve que la ponction est plus délicate parce qu'elle est très à distance de la barrette et notamment dans ce qu'on a un patient qui a une obésité importante avec un panicule adipeux significatif. Moi, je fais plutôt une approche antéro-postérieure en mettant la barrette sur la face médiale de la cuisse. Et je vous montrerai durant la live démo comment je procède. Et en tout cas, la cible, c'est d'infiltrer entre la capsule articulaire qui est collée à la table osseuse et les vaisseaux poplités. Alors, il y a différents niveaux de ponction qui ont été décrits. C'est un bloc émergent qui n'est pas encore complètement consolidé en termes de protocole optimal. Il y a des ponctions décrites en intercondylien, en supracondylien et en métaphysodiaphysaire. Là aussi, il n'est pas évident pour l'instant de dire quelle est l'approche la plus intéressante. Il y a des caractéristiques propres à chaque niveau de ponction. On sait que lorsqu'on est métaphysodiaphysaire, on aura une diffusion plus facile au niveau des récessus suprapatellaires. Et pour les approches plus distales, on a une large diffusion entre les épicondyles qui peuvent être intéressantes, mais il y a une limite, c'est qu'en intercondylien strict, on a quand même une probabilité non nulle de ponctionner en intra-articulaire. Il y a des études cadavériques qui ont montré ça, où les auteurs, sans l'avoir recherché, en fait, ils avaient injecté dans la capsule, ce qui peut quand même être problématique. Là aussi, juste une diapo, il y a 3 études sur l'IPAC, mais randomisées contrôlées, mais juste une pour décrire un petit peu le niveau de preuve derrière, dire que ce n'est pas juste un bloc conceptuel, il y a quand même quelques éléments. Ici, un essai randomisé contrôlé, chirurgie du genou, 3 groupes de 35 malades, où les auteurs avaient pour le bloc de la partie postérieure de l'articulation, soit un tibial, soit un IPAC proximal, soit un IPAC distal. Tous les patients avaient en plus une rachianesthésie, une infiltration et un canal des adducteurs pour la partie antérieure du genou. Et le critère de jugement principal, c'était l'incidence des blocs moteurs complets ou partiels sur le fibulaire commun. Et il y avait plus de blocs moteurs plus de steppage en fait, dans le groupe nerf tibial par proximité de diffusion de la zone d'application des anesthésiques locaux, comparativement aux 2 groupes IPAC. En termes de score de douleur, vous voyez, il y a une toute petite différence en défaveur pour le groupe IPAC proximal, mais si vous regardez les scores de VA, on est sur une pertinence clinique qui est relativement limitée. Voilà, l'IPAC, je vous ai dit, tout n'est pas consolidé. Il y a des choses qui resteront à déterminer. Le niveau de ponction idéal, le cocktail idéal, et puis son intégration dans la stratégie globale. Qu'est-ce qu'on fait à côté pour le segment antérieur? Est-ce qu'on fait en plus encore une infiltration en bloc? Est-ce qu'on met des adjuvants? Voilà, ça, c'est des choses qui nécessitent encore d'être discutées. Il y a pas mal d'études en cours sur la question et il est probable qu'on puisse rediscuter ensemble au fur et à mesure des années de l'évolution de ce bloc. Juste pour l'anecdote, quelques autres techniques distales qui sont dans le tuyau, mais là encore qui n'ont pas le niveau de preuve pour l'instant du BCA ou de l'IPAC, c'est les infiltrations sous-périostales ou les blocs des nerfs géniculés que connaissent bien les gens qui font de la douleur. Voilà, en conclusion, au niveau timing, on est pas mal. L'approche distale pour la LR en chirurgie genou, elle est intéressante pour sa conservation du tonus musculaire. Et c'est probablement un compromis en termes de puissance antalgique, ça il faut le garder à l'esprit. Et ce qui n'est pas encore consolidé du tout, c'est les approches combinées. Quelle est la meilleure combinaison? Mais finalement, il n'est pas certain qu'on puisse un jour répondre de manière définitive à la question, puisque c'est toujours l'intégration de votre protocole d'ALR par rapport à vos chirurgiens, vos patients et vos parcours qui va faire que vous allez sélectionner une combinaison plutôt qu'un autre. On va maintenant passer à la live démo où je vais aborder le bloc au canal des adducteurs et l'IPAC. Et juste avant, je voudrais vous dire que si jamais vous voulez aller plus loin en termes de formation sur ces blocs éco-guidés, on sera ravis de vous accueillir à Strasbourg au CHU où on fait un stage éco-guidé 3-4 fois par an. Alors la prochaine session en juin est malheureusement déjà pleine, mais il reste quelques places fin d'année. Si vous deviez avoir envie de venir nous rendre visite, ce sera avec grand plaisir.